J'avais tourné cette vidéo il y a 3 jours, mais j'ai eu un problème de micro. Si j'avais pas eu à retourner cette vidéo, j'aurais pas vu ce qui s'est passé hier soir. Chaque saison, je me rappelle pourquoi on aime la NBA, je me rappelle pourquoi on aime ce sport, pourquoi on aime le basket, pourquoi on aime cette ligue. C'est le seul endroit où on peut avoir tant d'événements et on accepte. On se dit que c'est pas trop. Si on voyait ça dans un film hollywoodien, on se dirait non, c'est trop un film, ça reflète pas la réalité. C'est pour ça que je suis pas fan des films de sport en général, parce que quand tu regardes un film de sport, tu sais que c'est un film, tu te dis non, c'est pas top. C'est pour ça que j'aime beaucoup Coach Carter, le film de basket. D'ailleurs, je ferais bien une vidéo mes top 5 films de sport de tous les temps. Dans Coach Carter, je vais vous faire des spoilers et je vais vous faire des spoilers pendant toute cette vidéo, alors accrochez-vous. Ce que je kiffe, c'est que c'est une leçon humaine et que sur le sport, ils perdent à la fin. Ça c'est un kiff parce que c'est réel. Avant de commencer les playoffs, j'ai envie de fermer la saison régulière en vous présentant ce qui m'a le plus étonné, ce qui m'a le plus fait rire, ce qui m'a le plus fait kiffer, ce qui m'a le plus fait pleurer pendant cette saison NBA. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 films, 5 scripts qui se sont déroulés devant nos yeux, qui auraient jamais été acceptés à Hollywood. Et en NBA, ça passe. Et par la suite, après ces 5 scripts, je vais vous balancer tout ce qui m'a marqué pendant cette saison NBA. Et restez jusqu'à la fin, j'ai envie de voir vos commentaires parce que c'est sûr, j'aurais oublié des passages. Vous avez un autre avis? Mettez en commentaire. On est parti. Ce premier film, c'est un film qui se fait avec des flashbacks et des flash-forward. On voit un peu dans le passé, ensuite on voit dans le futur, on voit dans le passé puis dans le futur et ça se relie et on voit le moment où tout a fonctionné. En 2035, on vous parle du meilleur shooter de tous les temps. Un joueur qui a accumulé 5 ou 6 bagues de champion en NBA. Une gâchette rapide, une précision inégalée de tous les temps en NBA. En 2011, on revient dans le passé et on voit un joueur qu'on considère un bust, un échec. Et pas par manque de talent, mais parce qu'il est tout le temps blessé, il est jamais là, il a les chevilles brisées. En 2030, il prend sa retraite et personne ne le considère comme le GOAT, comme le meilleur joueur de tous les temps, pour sa taille physique. Mais il a tous les accomplissements, il a toutes les bagues, il a tous les trophées pour être dans ce débat. En 2012-2013, la Ligue commence à comprendre que ce joueur est un bon joueur qui va être titulaire sur les 10 prochaines années et qu'il risque d'être dangereux en playoff. En 2020, 2021, 2022 peut-être, il gagne son dernier titre NBA et il montre à la NBA que c'est un des plus grands de tous les temps. En 2014-2015, toute la NBA connaît son nom et le classe déjà parmi les meilleurs shooters de tous les temps. C'est un débat qui commence à se créer et ça commence à faire de la controverse. En 2015-2016, il fait partie de l'équipe la plus dominante en NBA qui gagne 73 matchs et c'est le MVP de cette équipe. Il roule sur la concurrence en playoff et il arrive contre un des meilleurs joueurs de tous les temps en playoff. En finale, il a un avantage de 3-1 et son équipe réussit à perdre cet avantage. On vous parle de Steph Curry. Et après cette saison absolument formidable, on se dit que cette équipe n'a plus... Ils ont tout donné. Et ils recrutent le deuxième meilleur joueur de la NBA à ce moment-là. De 2016 à 2018, ils dominent la NBA. Il n'y a aucun débat. Et encore une fois, on se dit qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont aucun tour encore à nous montrer. Et ils recrutent un des meilleurs pivots en NBA en 2018. Alors à ce moment-là, si je regarde le film, je me dis c'est bon, c'est nul, j'ai plus envie de le regarder. Ils sont trop forts, il n'y a aucun moyen qu'ils se cassent la gueule. Mais en fait, c'est un film où il se casse pas la gueule. C'est un film où en 2019, ce joueur, on apprend qu'il a une équipe de 5 All-Stars et au milieu de la saison, on apprend qu'il avait des problèmes aux yeux et qu'il voyait flou depuis un bon moment et il a seulement découvert qu'il devait mettre des lentilles en 2019 et à partir de là, il shoot à 51% à 3 points. On n'accepte pas ça dans un film. Je sors de la salle du ciné tout de suite. C'est seulement NBA qu'on se dit, c'est possible. Ça, c'est le film de Steph Curry. On passe au deuxième film. Maintenant, on va passer au deuxième film qui se passe à l'Ouest. Et vous savez que je suis fan des Marvel. J'attends Endgame qui va sortir à la fin du mois. Mais donc, je vais comparer ce qui s'est passé chez les Rockets au dernier Avengers. Le dernier Avengers, c'est Infinity War. Tu peux fermer la vidéo si tu ne l'as pas vu parce que je vais te spoiler tout. Donc, les Avengers, c'est les Rockets. Et dans Infinity War, ils se mettent tous en équipe pour battre les Warriors, pour battre Thanos. Et comme dans tous les bons films, ils arrivent à ça de le battre, mais ça marche pas. Et donc Avengers Endgame, c'est cette saison pour les Rockets. Les Rockets se disent qu'ils vont reprendre la même équipe parce qu'ils étaient à ça de battre les Warriors. Si Chris Paul était présent, peut-être que les Warriors gagneraient pas. Les Rockets reprennent la même équipe en début de saison avec Chris Paul, Clint Capella, Carmelo Anthony et James Harden. James Harden, je le compare à Thor, je dis que c'est un peu le meneur de l'équipe. Sauf que ils sont déçus dès le début de saison. Carmelo Anthony, c'est un peu comme le Hulk, il peut plus du tout devenir ce qu'il était avant. Chris Paul et Clint Capella se blessent, James Harden se retrouve
retrouve tout seul avec des super-héros, enfin des coéquipiers de G-League. C'est la galère pour les Rockets et ils se retrouvent dans le bas du tableau de l'Ouest. Ils étaient même pas parmi les équipes de playoff en début de saison. Et donc là, si c'était un film, ok, il y a mon intérêt. Il galère, et là James Harden, le meneur, décide de jouer le pire basketball possible, le hero ball, le 1 contre 5, tous les coachs, tous les analystes vont vous dire que c'est pas bien ce qu'il fait, ça marche pas, ça fait pas gagner des matchs. Donc là, si je regarde ça au cinéma, je me dis que ça va se casser la figure, ça va être un drame ce film. Mais non, il y a que en NBA où un joueur peut jouer en 1 contre 5 et pendant 32 rencontres devenir une machine à scorer en rentrant plus de 30 points par match pendant ces 32 rencontres. Le seul qui a fait ça ou plus, c'était Will Chamberlain. Si tu es comparé à Will Chamberlain dans le scoring en général, c'est que tu t'en sors bien, c'est pas mal. Et pour vous raconter à quel point c'est fou ce qu'il est en train de faire, pendant cette saison, James Harden a plus de 327 3 points inscrits sans passe décisive. Il n'y a qu'un seul joueur en NBA qui a 303 points avec ou sans passe décisive, c'est Steph Curry. James Harden, il a plus sans passe décisive. Et donc maintenant, la NBA, comme d'habitude, ils réussissent à nous faire croire tout et n'importe quoi. Les Rockets reprennent un peu du poil de la bête, Chris Paul, Clint Capela reviennent, ils se séparent de Carmelo et il signe comment il s'appelle? À chaque fois je fais des phrases longues et j'oublie les noms. Il signe Kenneth Farid qui s'intègre parfaitement bien à l'équipe. Et la NBA nous fait croire encore une fois que les Warriors sont vulnérables et que peut-être les Rockets vont les battre dans une série de 7 matchs. J'attends de voir ça. Et le troisième film, il se passe entre l'Ouest et l'Est et il se passe sur les 2 dernières années. On va un petit peu parler d'un soldat, d'un joueur qui a eu du mal en début de carrière NBA, qui a été sous-coté, qui a dû se battre, qui a dû prouver sa valeur et qui enfin a réussi à prouver sa valeur, mener une équipe, être le leader, être le closer. On va parler de Jimmy Butler. Alors si tu regardes ça comme un film et que tu regardes ça à travers les yeux de Jimmy Butler, tu sais pas s'il est méchant ou si c'est le gentil de ce film. Et on le voit un petit peu s'améliorer en performance, mais on voit aussi un petit peu grandir peu à peu dans son mental. Et on le voit grandir dans son jeu à Chicago, il se prend la tête avec le management parce que le management est horrible, ils ne peuvent pas lui proposer une équipe autour de lui et il décide de demander un échange. Il arrive à Minnesota, c'est un peu comme ce guerrier élite qui arrive dans une équipe qui est bien meilleure, il y a beaucoup plus de talent, il est tout sourire au début, ça se passe très très bien. Il réussit à porter cette équipe de Minnesota en playoff pour la première fois. Alors je regarde ce film, je me demande où vont être les rebondissements. En début de saison, Jimmy Butler arrive au camp d'entraînement des Wolves et fait un scandale. Et la scène la plus épique que beaucoup de gens ont oublié de cette saison, parce que c'est passé très très tôt, c'est que Jimmy Butler a pris tous les remplaçants de chez les Timberwolves pour jouer contre les titulaires, pour jouer contre Andrew Wiggins, pour jouer contre Karl Anthony Towns et les a dégommés selon les rumeurs. Bon, il n'y a eu aucune caméra pour montrer ça. Il a brisé le mental de cette équipe et ensuite a demandé à se faire échanger encore une fois. Et on se dit qu'aucune équipe va donner quelque chose pour Jimmy Butler. Il a déjà... Quand tu as des problèmes avec tes ex et que c'est toujours les mêmes, c'est de ta faute. Et maintenant, on est en train de voir le chapitre suivant de Jimmy Butler à Philadelphie, où ça se passe bien. Il a des joueurs avec encore plus de talent, qui ont encore plus envie de gagner qu'à Minnesota. Il a une équipe où son rôle est clair, c'est lui le closer, malgré les superstars qu'il y a autour. Et il performe très très bien. Et donc maintenant, c'est là où le film va continuer, où on a cette impression que Jimmy Butler est bien, mais il l'a jamais annoncé qu'il voulait re-signer pour le long terme à Philly. C'est comme ça que la NBA nous garde en haleine. On passe au 4e film et rester pour le 5e, c'est un truc de ouf. Le 4e film, c'est le film le plus basique de l'histoire des films de sportifs aux États-Unis. On parle d'un prodige, le plus jeune MVP de tous les temps en 2011, qui se fait les ligaments croisés et on se dit que tout son potentiel va finir à la poubelle. Avec une dizaine d'années de galère, Derrick Rose se casse la figure, se relève, se casse la figure, se relève, il fait presque tout le tour de la NBA. Il se retrouve avec LeBron James où on se dit que ça pourrait être la meilleure situation pour lui, ça ne fonctionne pas. Et cette année seulement, il finit chez les Timberwolves. Avec Jimmy Butler qui est écarté, il a un petit peu plus de liberté, il peut plus toucher le ballon. Et on se retrouve avec un Derrick Rose qui en début de saison a été excellent. Il fait revivre toute la NBA, il nous fait rappeler à quel point c'était lui, Russell Westbrook avant Russell Westbrook, c'était lui le prochain Allen Iverson. Alors bon, on l'a vu 1 million de fois ce script, moi je me dis c'est chiant si je regarde un film comme ça. Et cette année, Derrick Rose met une couronne, c'est un peu l'apothéose à sa saison où il inscrit 50 points et inscrit le contre de la gagne. Il a mis un contre pour gagner un match. Séquence
d'émotion, tous les médias NBA pleurent, tous les médias adorent ça, c'est un moment génial de la saison NBA. Mais encore une fois, Derrick Rose finit la saison sur blessure et on se demande où ça va aller pour les prochaines saisons. Et le 5e film qui s'est même pas fini hier, encore un chapitre s'est passé hier, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe chez les Lakers. Alors j'essaie de faire un récapitulatif où il y a tout, je vais forcément oublier des choses. Chez les Lakers, ça commence avec la fin de Kobe Bryant, ils s'éloignent de D'Angelo Russell qui n'était pas mature à ce moment-là, il fallait s'en débarrasser. Ils sont un petit peu forcés par les médias à drafter Lonzo Ball. Magic Johnson auparavant intègre l'équipe, devient président des opérations du basket, c'est lui qui gère l'équipe avec Rob Pelinka. On parle de l'équipe la plus prestigieuse de tous les temps, qui a le plus de titres de tous les temps, on attend que de l'excellence. Et pendant la dernière intersaison, Magic Johnson qui est aux commandes, on parle vraiment d'un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps en NBA, un des joueurs les plus respectés que beaucoup de gens adorent, parce que Michael Jordan c'est le numéro 1 de tous les temps, mais il n'est pas forcément aimé par les autres joueurs. Donc un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps, qui est le président des opérations pendant l'intersaison, réussit à signer LeBron James, le meilleur joueur de la NBA à ce moment-là. C'est le meilleur joueur de la NBA qui va à la franchise la plus prestigieuse de la NBA, avec un des top 5. J'ai tout répété, ça va en playoff. Je regarde ce film, je me dis que ça va en playoff. Les Lakers vont finir 3e, on pourra enregistrer la vidéo, c'est bon. 3e. Maintenant, Heck no. et cette équipe prestigieuse décide d'aller contre l'élan de la NBA, l'élan de la NBA qui dit qu'il faut plus d'espace, plus de shooters. Ils recrutent des vétérans, pas forcément des shooters, qui ont tous un bagage avec eux. Donc dès le début, je me rends compte, l'équipe des Lakers, c'est un peu comme Suicide Squad. La mission, c'est de retourner en playoff, et chaque personne dans la mission, c'est pas forcément les bons gars pour. Et malgré tous ces problèmes, la saison démarre pas trop mal, mais on voit que c'est pas génial. Il y a des petits problèmes là. Pendant un match contre les Rockets, Rajon Rondo et Chris Paul se bagarrent, se chamaillent vraiment. Ensuite, il y a un bras télescopique de Brandon Ingram qui arrive dans l'œil de Chris Paul, si je me souviens. On se dit qu'il y a des problèmes. Et encore en le comparant à Suicide Squad, Suicide Squad ça a été nul, pourquoi? Parce qu'ils ont coupé au montage toutes les parties avec le Joker. Le Joker, on le voit 10 minutes dans Suicide Squad. C'est exactement ce qui s'est passé avec la saison des Lakers. LeBron James s'est blessé et a loupé une vingtaine de matchs. C'était le pire moment pour la saison. Et en plus de ça, alors là, c'est là où ça devient un film, où il y a un certain coup d'état chez les Lakers qui est en train d'être organisé par LeBron James, Rich Paul, son associé de Clutch Sports. On apprend que derrière les rideaux, ils sont en train d'organiser un échange pour envoyer toute l'équipe, enfin presque toute l'équipe, pour récupérer Anthony Davis qui fait partie de la même agence que LeBron James. C'est un vrai coup d'état. Alors je regarde ça dans un film, encore une fois, le meilleur joueur de la NBA, l'équipe la plus prestigieuse, et il y a un coup d'état derrière. C'est bon, c'est trop, arrêtez. Et c'est là où la saison des Lakers devient vraiment un drame. On est en train de regarder un film qui est un drame. LeBron James revient, cet échange ne se fait pas. Les Lakers eux-mêmes échangent un très bon jeune joueur qui s'appelle Zubac à l'équipe qui joue dans la même arène pour absolument que dalle. LeBron James annonce qu'il est maintenant en playoff mode, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il gagne. Le meilleur moment de cette saison, c'est que Rajon Rondo a marqué un game winner face aux Celtics avec le maillot des Lakers. Ça, si tu l'expliques à quelqu'un qui a pas suivi la NBA dernièrement, il te croit pas. Après ce meilleur moment de la saison, ça ne fait que se casser la figure. On parle plus de Space Jam 2 que la saison des Lakers. Et là, la chose la plus insensée vient d'arriver hier. Magic Johnson, président des opérations, un des joueurs les plus aimés de tous les temps, démissionne des Lakers publiquement avant de le dire à Jeanie Buss. Il le dit à travers les médias, il ne l'a pas dit à Jeanie Buss qu'il considère comme sa sœur. C'est un drame complet. Si on voyait un film comme ça, on se dirait il y a trop de rebondissements, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Et la NBA, bravo à vous, c'était mon script préféré cette saison. Écrivez-moi vos scripts dans les commentaires. Et maintenant, restez là. Je vais vous raconter tout ce qui m'a intéressé en NBA, je vais pas faire de script, ça va être sans ordre, sans préférence, et on est parti. Cette année en NBA, comme James Harden a inscrit un record de 3 points sans passes décisives, Giannis Antetokounmpo inscrit un record de dunk sans passes décisives. C'était un record qui était tenu par Shaq avant. Pascal Siakam, Montrezl Harrell et D'Angelo Russell s'améliorent mois par mois. On voit des étincelles de ces joueurs et ça fait plaisir de les voir. Je ne sais pas qui sera MVP. Vous avez vu, j'ai dit MVP, j'ai l'habitude avec Obsidia. Les Celtics qui étaient censés être les favoris à l'Est ne le sont absolument plus. On entend Kyrie Irving qui critique ouvertement ses coéquipiers, qui s'excuse face à LeBron. Absolument personne ne parle des Nuggets alors qu'ils sont en côte à côte avec les Warriors pour la première place à l'Ouest. Tristan Thompson trompe Khloé
Kardashian avec une des meilleures amies de Kylie Jenner. C'est la news la plus intéressante, la news qu'on a le plus entendue venant de Cleveland cette saison. Joakim Noah retrouve les parquets de la NBA et s'en sort vraiment pas mal chez les Grizzlies. Entre lui et Derrick Rose, on pourrait peut-être gagner un titre NBA de 2011. La NBA entière prend du temps pour rendre hommage à Nipsey Hussle avec Russell Westbrook qui inscrit un 20-20-21. Big Baller Brand se casse complètement la figure, mon avis est dans la fiche juste là. Hier soir, la NBA rend hommage à Dwayne Wade et Dirk Nowitzki et la news la plus folle de la soirée, c'est que Dirk a dunké. Dirk a dunké et s'est accroché au panier. Le dunk contest, encore une fois, pendant le All-Star Game était nul. Un fan des Jazz s'embrouille encore une fois avec Russell Westbrook. Vous voyez, la NBA, ça change pas beaucoup. Boban inscrit un 3 points avant Ben Simmons. Ben Simmons ne se fait pas respecter par ses défenseurs. C'est un des joueurs qui a le moins progressé cette année en NBA. Même si son talent est ouf, je suis très déçu par la progression de Ben Simmons. Les Suns sont toujours absolument horribles à regarder jouer. Tim Duncan ressemble à un rappeur de SoundCloud. Vince Carter a 300 ans et il peut encore et toujours dunker et il remet le couvert pour la saison prochaine. Draymond Green a régressé énormément et on se demande s'il va revenir à son niveau ou pas. Paul Pierce, qui s'appelle The Truth, la vérité, commence à avoir un mauvais virage après sa carrière NBA. On l'entend beaucoup parler, il a critiqué James Harden, disant que c'est lui-même qui a réinventé le step back. Il critique Dwayne Wade en disant qu'il avait une meilleure carrière que lui. Paul Pierce devrait un petit peu étudier comment Kobe s'est éloigné du basket. Il devrait peut-être faire ça. Les Clippers en début de saison sont vraiment meilleurs que prévu, ils s'insèrent dans la course en playoff et se séparent de deux de leurs meilleurs joueurs et ils sont quand même en playoff. Les Kings, les éternels perdants à l'ouest, sont bien meilleurs cette année et ils sont meilleurs que les Lakers. Les Bucks passent d'une des pires équipes à 3 points à une des meilleures équipes à 3 points en une intersaison et Chris Middleton des Bucks est le premier joueur à venir de G-League et se retrouver au All-Star Game où il s'en est très bien sorti. Kristaps Porzingis s'est fait échanger pendant la saison, les fans des Knicks pètent un plomb et se demandent où va la franchise et ils espèrent récupérer Kyrie Irving, Kemba Walker, Kevin Durant, Zion Williamson. Trae Young nous montre des étincelles après le All-Star Game, il nous fait encore une fois comparer son attitude avec celle de Stephen Curry. Quand je dis son attitude, c'est sur le terrain. Luka Doncic met un terme complet au débat de si les joueurs qui sortent d'Europe peuvent jouer ou peuvent dominer en NBA. Maintenant c'est clair. Kawhi Leonard a quitté les Spurs mais il prend toujours des matchs de repos et il a toujours pas annoncé qu'il veut rester à Toronto sur le long terme. Zion Williamson fait vibrer la NBA, on entend plus parler Zion que le Jazz, que les Nuggets et que plein d'autres équipes. Encore une fois, le basketball c'est un sport d'individualité. Et pour finir, une constante qui ne change jamais, saison après saison, les Knicks sont nuls. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera ma prédiction pour les playoffs.